Pourquoi la Russie piétine en Ukraine? On en débat tout de suite avec mes invités. Christine Dugouin-Clément, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en géopolitique pour la chaire Risque de l'Institut d'administration des entreprises de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et auteur de ce livre « Influence et manipulation des conflits modernes aux guerres économiques ». C'est chez VA Éditions. J'accueille également Christian Macarian, essayiste et chroniqueur international au Point. Bonsoir, bonsoir. Christian. Frédéric Ponce, vous êtes journaliste, grand reporter. Auteur d'une biographie de Vladimir Poutine, intitulée Poutine, c'est tout simple, et c'est publié chez Kalman Levy. Laetitia Krupa, évidemment, est restée à mes côtés. Je vais démarrer sur la diplomatie. Emmanuel Macron qui maintient le lien avec le président russe. Christine Dugouin-Clément, entretien téléphonique, je crois que c'était le premier depuis à peu près un mois. Je vais poser une question presque provocatrice, à quoi ça sert ? Ça sert à garder le canal ouvert, en se disant qu'il va bien falloir, à un moment ou à un autre, même si dans l'immédiat, on voit bien que les choses ne sont pas mûres pour aller sur des négociations, ne serait-ce que sur un cessez-le-feu. Il n'y a pas réellement d'appétence ni d'un côté ni de l'autre pour des raisons différentes. Certains, dont l'Ukraine, estiment qu'il faut pouvoir essayer de mener une contre-offensive, regagner du territoire. La Russie, elle, a besoin d'avoir une transformation de l'opération militaire en victoire politique et de pouvoir arriver avec suffisamment de force à une table des négociations, voire de capitulation négociée, puisque là aussi les termes ont leur poids, et on aura besoin de garder des canaux de discussion pour essayer d'avoir cette capacité de médiation. C'est le rôle qui a été pris par le président de la République française. D'autres États ont essayé d'avoir cette capacité de canal de médiation. Et puis il ne faut pas oublier que historiquement, la France a été particulièrement impliquée dans l'histoire récente ukrainienne et ses problèmes avec son grand voisin russe, quand bien même il n'était pas officiellement impliqué, puisque la guerre dans le Donbass a démarré depuis 2014 et que nous sommes partie prenante des accords de Minsk II, du format Normandie, qui sont des principes de négociation qui essayaient, sans succès, de mettre fin à cette guerre quand elle était cantonnée dans le territoire du Donbass et avec les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk, mais qui étaient déjà à l'époque soutenues par la Russie. Oui, donc il y a une logique historique d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et une nécessité d'essayer de pouvoir pousser et amener, et au moment où ça sera mûr, d'essayer de faire les choses. Ouais, Christian Macarian, Emmanuel Macron est moins virulent qu'un Joe Biden, par exemple, dans sa façon de parler de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on pourrait presque pas... Je ne sais pas si ça s'organise d'une certaine façon entre eux, un côté good cop, bad cop, mauvais flic, bon flic, dans la façon de discuter avec le président russe. Non, je ne crois pas que ça fasse l'objet d'une concertation aussi précise. C'est un point qui vient en complément de ce que vient de dire Christine Dugouin-Clément. En plus, le fait de garder le contact et le canal diplomatique ouvert, c'est une manière pour la France d'exprimer une voix légèrement différente. Je n'ai pas dit une dissonance, mais une voix différente. Par exemple, M. Biden a commencé par dire qu'il n'enverrait pas de troupes au tout début du conflit, un jour ou 2 jours après le déclenchement. C'était plutôt une erreur d'ailleurs. Dès le 25 ou 26 février, ce qui a incité Poutine d'une certaine manière à passer à la phase violente. Puis il y a eu le choc émotionnel des horreurs et des atrocités des crimes de guerre commis à Boutcha. L'opinion américaine s'est retournée. Elle était à 72% contre toute forme d'implication de militaires américains sur le terrain ukrainien. L'opinion s'est transformée. Ce que les dictateurs ne comprennent pas, c'est qu'il y a une opinion publique et que l'opinion publique change, puisqu'ils n'ont pas d'opinion publique. Et là, M. Biden n'a cessé d'évoluer. Il a utilisé le terme de boucher. Il a utilisé une formule très maladroite en disant « cet homme ne peut pas rester au pouvoir », ce qui a fait tout de suite penser à une position de regime change, de renversement du régime. Il a fallu que la Maison-Blanche rétropédale et dise non, il ne s'agit surtout pas de renverser Vladimir Poutine. Puis il a parlé de génocide. Et sur tous ces points, Emmanuel Macron a corrigé. Et il a fait entendre la différence. Boucher, je n'utiliserai pas ce terme personnellement. Génocide, c'est une définition internationale très précise. Ce n'est pas de la politique. Voilà exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ce n'est pas un terme politique, à usage politique. C'est une définition juridique très précise. Et pour l'instant, elle n'est pas qualifiée. Donc, elle n'est pas d'usage. De fil en aiguille, Emmanuel Macron est en train de dessiner une autre voie. Alors, c'est vrai que jusqu'au 1er juillet, encore un peu moins de 2 mois, il préside le Conseil de l'Union européenne. La présidence du Conseil de l'Union européenne, voilà. Donc, il ne peut pas parler tout seul au nom de la France, mais quand même, il y a une différence. Alors, le seul écueil, et je termine avec ça, c'est qu'il n'a pas avec lui, c'est le moins qu'on puisse dire, les Polonais et d'autres
gouvernements des pays d'Europe centrale qui lui reprochent justement d'être trop modéré. On y viendra, ce sera l'un des chapitres du débat, évidemment, la question de l'Europe. Frédéric Pons, peut-être un focus sur Vladimir Poutine puisque là on parle en fait d'une forme d'isolement d'un chef d'État. Qui entoure encore le président russe et qui a éventuellement de l'influence sur lui? Là je parle de l'interne, je ne parle pas des chefs d'État étrangers. Oui, je comprends bien. On dit souvent que Poutine est isolé, moi je ne le crois pas. Ouais. Il a au Kremlin, en tout cas, toute une série de groupes qui le suivent depuis 20 ans maintenant, des gens notamment de Saint-Pétersbourg et des gens issus des services de sécurité. Il y a eu un peu de renouvellement, mais pas tant que ça. Son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, est là depuis plus de 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant quand on arrive à comprendre un peu comment fonctionne le Kremlin et l'architecture du pouvoir au sommet en Russie, c'est que finalement Poutine est au centre des différents groupes. Il arbitre. Alors, dire que Poutine est un centriste, ça paraîtrait un peu fou, mais malgré tout, dans le jeu politique au Kremlin, il a autour de lui des faucons. Il a des gens qui veulent à tout prix faire la guerre, qui veulent l'affrontement avec l'Occident, mais il a aussi des gens qui sont un peu plus modérés, un peu plus libéraux, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique. Et depuis 20 ans, Poutine joue avec ces différentes forces. C'est lui qui a la voix décisionnaire, évidemment. Donc, il est au courant de beaucoup de choses. Beaucoup d'informations lui remontent, sans doute pas tout, mais on peut faire confiance à Vladimir Poutine, qui, vous le savez, est un ancien des services, pour avoir su entretenir dans les forces de sécurité notamment, et y compris dans l'armée, pas seulement dans les services secrets, des réseaux qui lui font remonter des informations. Et je pense qu'il est mieux informé qu'on ne le croit chez nous. Mais ça veut dire qu'il y a des voix dissonantes qui peuvent s'exprimer, qui ne règnent pas uniquement par la terreur, ou par la peur qu'il diffuse auprès de Je ne le crois pas. C'est un chef d'État autoritaire. Il est très pragmatique. Il sait écouter, il sait décider. Les voix, lui-même serait prêt à accepter des voix discordantes. Le problème, ce sont les subordonnés, hostiles eux-mêmes à porter les mauvaises nouvelles au président. Il faut être courageux, surtout dans l'ambiance actuelle, dans cette guerre qui n'est pas, qui était difficile. Et l'autocensure fait que, mais Poutine le sait, il est aussi très psychologue. Il sait que parmi ses subordonnés, ceux qui seraient potentiellement porteurs de mauvaises nouvelles, vont hésiter à le faire. Et donc, c'est à lui, et je pense qu'il le fait, de susciter, y compris dans des entretiens individuels, de susciter ce retour d'informations. Intéressant, Laetitia. Oui, j'ai une question à vous poser. Il y avait cette rumeur, alors je ne sais pas si c'était une hypothèse, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Non, parce que la santé, c'était pour plus tard. D'un renversement qui viendrait justement de l'intérieur du Kremlin, d'une frange du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un rêve d'occidental, ça? Je crois un peu, vous donnez la réponse. Ouais. On peut évidemment supposer que la personnalité de Poutine, depuis 20 ans, suscite des oppositions. On peut supposer que les déboires rencontrés en Ukraine renforcent un peu ces oppositions internes. De là à imaginer un renversement, franchement, je ne le crois pas. Parce que vu d'ici, vu d'Occident, on a l'impression que la Russie s'embourbe, que le pouvoir est fragilisé. Mais à Moscou, ça n'est pas du tout la même perception. Quand ils regardent la carte, que ce soit les civils ou les militaires, ils voient que malgré les quelques difficultés, l'armée russe a réussi à conquérir un corridor, a réussi à conquérir quasiment 1/5 du territoire ukrainien, notamment le fameux Donbass qui est en train de tomber. Donc pour eux, il y a une victoire chèrement acquise, mais il y a quand même une victoire. Alors justement, vous me ferez la transition, puisqu'on va maintenant parler de la situation militaire. Est-ce qu'on peut parler d'échec? Vous avez commencé à y répondre de l'armée russe. Christine Dugouin-Clément, vous avez signé une tribune dans Le Monde sur la situation de l'armée et notamment des soldats, des jeunes Russes, de leur état d'esprit. Qu'est-ce qu'on sait de l'état d'esprit de ces jeunes Russes? Et peut-être, tiens, ça c'est ce qui m'a moi le plus frappé dans votre tribune. D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont représentatifs de l'ensemble de la Russie? Alors, il faut savoir qu'en Russie, vous avez ce que l'on appelle des grandes conscriptions, donc finalement un service militaire qui dure à peu près 1 an. Donc il y a 2 vagues, une à l'automne et une au printemps. Donc on est en plein dans la vague de conscription qui a démarré le 1er avril et qui va finir courant juillet. Ces vagues de conscription, c'est à peu près 145 000 hommes.
Donc c'est quand même extrêmement important. Et ce que l'on a vu donc dans les premières phases de l'invasion de l'Ukraine, c'est qu'il y avait énormément de conscrits dans les forces qui ont été employées, avec certains qui visiblement n'étaient pas réellement préparés. Alors déjà à un conflit de haute intensité, puisque les remontées qui semblaient être venues au Kremlin ne faisaient pas acte, ou du moins n'anticipaient pas la réaction ukrainienne, tant militaire que de la population et des volontaires. Donc s'attendait beaucoup plus à avoir un accueil un peu bras ouverts de libérateurs face, rappelez-vous la terminologie, à un régime nazi et oppresseur, ce qui n'a pas du tout été le cas. On l'a vu, il y a eu au contraire une réaction et une résistance extrêmement forte. Et ce que l'on a vu aussi, c'est des erreurs de gestion. C'est-à-dire que cette armée, elle a avancé en étirant notamment ses lignes logistiques, c'est-à-dire en avançant très fortement, en étant du coup victime d'opérations assez visées de harcèlement ukrainien qui sont allées toucher l'approvisionnement, alors que ce soit des hommes, et là on va parler nourriture, on va parler structuration quotidienne, de carburant pour les véhicules. Donc il y a eu énormément de pertes. Il y a eu visiblement des cas de désertion, des cas de véhicules qui ont été abandonnés parce que plus de carburant. Donc il y a eu énormément de problématiques comme ça. Et les témoignages que l'on a pu avoir de par certains prisonniers donc de l'armée russe faits par les Ukrainiens, ce qui d'ailleurs a été souligné par la Russie comme ne respectant pas le droit de la guerre et des prisonniers, puisqu'il donnait les identités des militaires pour que les familles puissent retrouver les hommes de leur famille, les fils, les frères, que sais-je, les maris. Et ce que l'on a vu, c'est des hommes souvent mal préparés, en tout cas un conflit de haute intensité. Cela dit, qui s'attendait à avoir un conflit de haute intensité sur le territoire géographique européen récent, assez peu de gens. Et finalement des hommes assez mal préparés et pas forcément extrêmement bien formés. On va y revenir et je vous reposerai la question de leur représentativité par rapport d'où viennent-ils, et notamment de certaines minorités ethniques qui sont représentées. Mais on y reviendra parce que je voudrais donner la parole sur la question toute simple. Est-ce que, et vous n'êtes peut-être pas d'accord, on va voir, est-ce que l'armée russe est en train de perdre cette guerre? Je commence avec vous, Christian Macarian, et ensuite je vous donne la parole. Alors au sens opérationnel, on peut parler, ce que font les Américains, déjà d'échec stratégique. Pour deux raisons, et il faut rester très concret. D'abord, il est clair et net que la première phase de l'opération visait une sorte de blitzkrieg avec la prise de Kiev, la capitale, et que Kiev étant en droite ligne dans l'alignement de la frontière biélorusse avec une route toute droite au bord de laquelle se trouve d'ailleurs la centrale de Tchernobyl, il suffisait de foncer tout droit et d'y arriver. Il y avait un but, c'était juste à côté de Kiev, au nord de Kiev, une quinzaine de kilomètres, de prendre l'aéroport d'Ostomel. Cet aéroport devait, une fois qu'il était pris, servir à organiser très vite, en 48 heures, un pont aérien, moyennant quoi approvisionnement et toutes les difficultés que vient de décrire Christine Dugouin-Clément auraient été résolues, carburant, etc. Les Ilyushin 76 auraient fait le pont aérien et c'était réglé. Sauf que les Russes ont pris cet aéroport, les Ukrainiens l'ont repris de façon très surprenante, les Russes l'ont repris, et ils ont fait d'ailleurs un carnage sur les troupes russes héliportées qui avaient été posées là, puis les Russes ont repris cet aéroport et en le reprenant, ils l'ont détruit, anéanti, inutilisable, exploser toutes les pistes, y compris un exemplaire unique du plus grand avion du monde, ce qui, du point de vue de l'aéronautique, est littéralement criminel pour les amateurs. Le fameux Antonov... dont j'oublie le numéro d'ailleurs. C'est pas très grave. Le plus grand du monde. Il y en avait un seul exemplaire. Ouais. Ça, c'est le premier échec stratégique dont vous parlez. Oui. Donc, ça, c'est le premier échec stratégique. Ensuite, il se déplie, il se redéploie et il se concentre tactiquement sur l'Est, le Donbass. Et là, la question, c'est de reprendre à peu près la totalité de la surface, non pas des républiques séparatistes, mais des oblasts administratifs, des régions de Donetsk et de Lugansk, ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, troisième objectif, d'opérer une jonction avec le Sud, Mariupol étant au milieu, et d'aller jusqu'en Crimée. Bon, moi je constate qu'une seule chose, c'est qu'à l'approche de la fête patriotique du 9 mai, qui célèbre la victoire de 1945, glorieuse il est vrai,
ils sont loin de cet objectif-là. Alors peut-être qu'ils vont célébrer la prise de la chute de Mariupol, je n'en sais absolument rien, puisque une offensive d'envergure est en cours pendant que nous parlons à Mariupol, mais enfin, on est quand même encore loin de la jonction avec la Crimée. Mais ça semble quand même être l'opération. Alors je finis en un mot. Il y a échec stratégique, c'est ce que considèrent les Américains, parce que tout simplement, les objectifs tels qu'on peut les déduire, puisqu'ils ne nous communiquent pas leurs objectifs, premièrement, ils changent, et deuxièmement, ils ne sont pas atteints. D'accord. Non, mais moi je crois que c'est un beau récit où on sent l'inspiration américaine. Très bien, mais est-ce que c'est la réalité ? Ben oui. Est-ce que c'est la réalité ? Qui sait exactement quels étaient les objectifs de la Russie ? On peut supposer qu'ils voulaient effectivement faire tomber le pouvoir, s'emparer de Kiev et neutraliser l'Ukraine. Mais ce n'était pas le seul objectif. Pas allé sinon, quand même. Non, bien sûr. Non, mais je dis, on peut supposer, oui. Mais c'était un des objectifs. C'est plus que supposer, quand même. Non, il y avait plusieurs objectifs. Aujourd'hui, on le voit bien. 140 000 hommes envahir un pays pareil, c'est rien. Mais c'est rien. Justement, ça correspond à une blitzkrieg, ça correspond à une opération. Mais je pense que oui, ils ont échoué. Bon, voilà. Non, mais ils ont échoué, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu la guerre et qu'ils ont perdu leurs objectifs stratégiques. Ah ben si. En réalité, ils avaient plusieurs objectifs. Kiev, le gouvernement remplaçait l'équipe Zelensky par des gens à eux, clairement, ça a échoué. Mais leur objectif le plus évident, en tout cas aux yeux de la population russe, c'était de réussir à recréer cette nouvelle Russie dans l'est de l'Ukraine, à partir du Donbass et de la Crimée, en constituant ce fameux corridor. C'est ce qu'ils sont en train de réussir. Et le corridor est aujourd'hui constitué. Il y a une continuité entre la Crimée, au sud, et Izium, ça y est, lisez. Izium. Mais lisez l'envoyé spécial du Figaro, qui a fait un très bon papier, qui a suivi toute la route suivie par les Russes. Aujourd'hui, ce sont des zones libérées, disent les Russes, et occupées, reconnaissent les Ukrainiens. La dernière bataille qui va permettre à Poutine de remplir cet objectif stratégique, c'est la prise, effectivement, la Mariupol c'est fini, mais c'est la prise du reste du Donbass qui leur échappe, avec à peu près 10 000 soldats ukrainiens qui vont être pris au piège. Mais le 9 mai, encore une fois, le 9 mai c'est une date un peu mythique, très occidentale. Pour les Russes, c'est important. Ils n'ont pas besoin d'une victoire pour célébrer le 9 mai. Pour eux, la grande victoire, la grande bataille, c'est 1945. Et on va avoir 1 million de gens dans les rues de Moscou qui vont célébrer la grande armée russe qui a gagné en 1945. Si en plus, dans le discours officiel, Poutine peut dire « Nous avons libéré le Donbass, nous tenons la Crimée et une partie de l'Ukraine », pour eux, c'est gagné. À vous la parole, et ensuite, Christian, vous aurez un mot aussi. Moi, j'aurais une approche peut-être un petit peu entre vous deux, messieurs, si vous me le permettez. Ce qui est clair, c'est qu'au début, il y a eu un flou quant aux objectifs de guerre du Kremlin quand ils ont démarré cette invasion. Donc, on a été dans beaucoup de supputations. Donc, est-ce que, quand on parle du Donbass, est-ce qu'on parle des territoires des républiques autoproclamées ou des oblasts, comme vous l'avez clairement dit, puisque géographiquement, on n'était pas sur les mêmes. On était beaucoup plus, vu qu'il y avait cette terminologie de dénazification, de neutralisation et de démilitarisation dans une approche de régime change, donc de faire tomber le régime de Kiev pour le remplacer par quelque chose qui soit beaucoup plus Moscou compatible, nous dirons cela ainsi, sous une forme ou sous une autre. Il apparaît que, effectivement, dans le développement rapide, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Et ce que l'on voit, et là, à mon avis, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une guerre officiellement déclarée, on est dans une opération militaire spéciale. Ce que ça veut dire, c'est que le terme guerre est toujours interdit dans les médias russes, par exemple. Et Moscou vous dira qu'ils ne sont pas en guerre vu qu'ils n'ont pas fait de déclaration de guerre officielle, ce qui, sur le papier, est juste. Et que la terminologie de opération spéciale ne correspond pas à quelque chose du droit militaire. Et l'avantage, quand vous êtes là-dedans, c'est que ça vous permet de revoir vos objectifs et de les revoir potentiellement à la baisse, ce qui permet aussi de pouvoir les atteindre. Et quand on voit notamment les déclarations qui ont été faites il y a à peu près 15 jours par le général Mineyakov et qui vous dit que là, les objectifs, et là, pour le coup, ils sont énoncés de manière claire, certes pas par Vladimir Poutine, mais néanmoins par un général d'armée qui vous dit qu'il faut récupérer et donc sauver les territoires du Donbass, qu'il faut avoir ce couloir le long des mers d'Azov et de la mer Noire, d'étouffer économiquement l'Ukraine et qu'il se garde la possibilité d'une sortie en Transnistrie dans le cas où des populations russophones seraient maltraitées. Ça, c'est la déclaration du général Minekaïev. Oui, exactement. Mais sur
sur les nazis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas réussi à enlever les nazis de Kiev. Bon, il y en avait pas. En revanche, ceux qui étaient à Mariupol... Pardon, mais la terminologie, et ça c'est vraiment la terminologie du pouvoir soviétique. Hein, il y a une toute petite minorité, c'est peut-être 2 ou 3% qui ont voté pour des partis d'extrême droite. En Ukraine, on ne va pas leur faire la leçon. Je ne parle pas de cela, je parle du bataillon Azov, dont les origines sont dans l'extrême droite nationaliste et néo-nazie ukrainienne. Personne ne le nie. Mais où sont-ils ? Ils sont à Mariupol, ils sont dans le Donbass. Et c'est des forces d'élite de l'armée ukrainienne. Et quand Poutine va pouvoir dire à l'opinion russe, nous avons anéanti le bataillon Azov, tout le monde comprendra qu'ils ont anéanti les nazis, la force nazie ukrainienne. Et c'est ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Oui, alors d'abord, c'est pas tout à fait réalisé. Donc là, on peut faire du wishful thinking, mais quand même, il y a des limites. Ça n'est pas fait. Et ce qui est frappant, ce n'est pas que ce soit fait et que ce soit l'intention des Russes, personne n'en doute. C'est la résistance, parce que ça n'était pas prévu. La résistance des Ukrainiens n'était pas prévue par l'état-major russe à aucun niveau. Voilà. Et c'est l'inconvénient d'appeler ça une opération militaire spéciale, c'est qu'on a affaire à des terroristes, ce qui d'ailleurs permet à certaines troupes indisciplinés, mal commandés, de commettre des crimes de guerre. Parce que justement, c'est pas des militaires qui combattent, ce sont des terroristes, c'est comme ça qu'ils sont qualifiés, voire des nazis. C'est même pire que ça, c'est que vous êtes sur des gens qui sont qualifiés d'une terminologie qui peut nous faire un peu sourire quand c'est pas la même, mais qui déshumanise. Donc à partir de là, vous pouvez complètement aller... Ça légitime les violences. Si je roule avec un char sur une automobile en train d'être conduite par un conducteur civil, à la limite, c'est un être humain tellement dégradé par la propagande que je me rends même pas compte du crime. C'est ce qui s'est produit à Boutcha quand même. Donc je voudrais terminer et rester sur les faits. La parole de M. Lavrov, ou bien qui a filtré de la conversation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron aujourd'hui même en début d'après-midi, démontre dans le phrasé même que les Russes avouent une certaine surprise. Quand M. Lavrov et M. Poutine le confirment, disent « si vous voulez arrêter cette guerre, il vous faut convaincre vos copains, entre guillemets, ukrainiens, d'arrêter la guerre. Et il faut que vous cessiez de leur livrer du matériel. » C'est une manière en creux de dire que ce qui a été fait par les Occidentaux est terriblement efficace. Allez, je voudrais vous entendre, parce que moi, ça m'a vraiment intéressé dans votre tribune, c'est cette question des minorités ethniques, de l'origine ethnique, de la composition de l'armée. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de très ambivalent au niveau de la population russe par rapport à son armée. Donc, il y a eu effectivement un renforcement très fort du patriotisme, de tout ce qu'on pouvait avoir sur le pouvoir fort, la glorification des armes. Mais au moment de la conscription, ça reste quand même un sujet extrêmement sensible au niveau des familles, parce que on sait depuis la fin des années 90, notamment avec le comité des mères de soldats, que pendant la conscription, le service militaire est très dur, que les conscrits font l'objet de violences psychologiques, physiques, de privations, et qu'on a même des hommes qui disparaissent. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une tendance ou une tentative d'essayer d'échapper à la conscription pour beaucoup. Et dans ce cas-là, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez tout de même la corruption qui reste endémique en Russie. Donc quand vous en avez les moyens, la capacité et la connaissance, par des principes de corruption, vous pouvez vous débrouiller pour vous en sortir. Vous avez aussi toutes les méthodes parallèles, mariage avec une mère célibataire, reprise d'études, certificat médical, enfin il y a différentes formules comme ça qui permettent de pouvoir échapper à la conscription. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas, soit par méconnaissance, soit par faute de moyens, soit parce que il y a aussi le cas de ceux qui sont volontaires, qui veulent partir parce qu'ils servent leur pays, parce qu'il y a toute cette volonté-là. Mais ce que l'on voit, c'est que, il y a une représentation assez forte, finalement, des territoires de Russie qui sont qui sont éloignés des grandes villes et des grands centres urbains et socioculturellement élevés, et où on a une forte représentativité des minorités ethniques, finalement, d'une Russie qui est plus rurale, qui est économiquement moins importante, qui est, d'un point de vue social et éducatif, moins
moins élevé. Et ça s'est vu notamment sur un travail qui a repris les noms des blessés, donc parmi l'armée russe qui étaient hospitalisés, notamment à Rostov-sur-le-Don. Et on voit que pour beaucoup, on était sur des minorités ethniques, des noms qui n'étaient pas classiques. Vous vouliez intervenir? Oui, ce qu'on sait, et pour poursuivre ce qui vient d'être dit, c'est que en fait, il y a une répartition souvent ethnique dans les unités. On sait par exemple que tout ce qui est infanterie d'assaut, tout ce qui est troupes mécanisées, ce sont des jeunes issus des minorités, du fin fond de la Russie, disons, sans aucun mépris, aucun. En revanche, les unités d'élite, c'est-à-dire dans les missiles balistiques, dans les parachutistes, dans une partie de l'infanterie de marine à bord des bateaux, ce sont des unités issues de l'ouest de la Russie. Donc des unités un peu plus blanches, un peu moins sibériennes, un peu moins orientales. Et ça, c'est important. Et ceux qui se sont battus et qui ont rencontré tant de déboires sur le terrain face aux Ukrainiens, ce sont précisément ces unités de second rang qui n'étaient pas les meilleures. Et qui ont été les plus exposées. Et les plus exposées, et les moins bien équipées aussi. La brigade de Boutcha, par exemple. Ouais. Voilà. Là, allez, on va faire... Je reprends la main, pardon, parce que le temps file, il nous reste une dizaine de minutes. Laetitia, je voudrais qu'on parle un peu de la communication, de l'image de Vladimir Poutine. La communication de Vladimir Poutine, elle est intéressante car elle est totalement à rebours de nos modèles, nos codes occidentaux. Et c'est peut-être une de ses premières allocutions, on va la regarder, qui contient toute sa communication. C'était le 24 février. C'est la première image de la guerre en Ukraine où Vladimir Poutine prend la parole. J'ai pris la décision d'une opération militaire. Alors, beaucoup d'observateurs ont analyser ce décor un peu désuet avec des téléphones qui semblent sortir des années 80 avec des fils, des drapeaux, un décor qui, c'est vrai, contraste avec les vidéos ensuite de Volodymyr Zelensky qui occupait les réseaux sociaux, les médias sociaux. Et dans une époque ultra connectée, on a eu tendance à dire que Vladimir Poutine pouvait perdre cette bataille de communication et en tout cas avait un handicap par rapport à Volodymyr Zelensky. Il me semble pourtant que Vladimir Poutine surtout a construit cette communication à destination des Russes. Voilà, des Russes qui sont habitués à sa propagande et donc ont leur propre code. Et il a décidé de favoriser la télévision. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai regardé, il n'a même pas de compte Twitter. Et donc, c'est à la télé qu'il s'exprime, comme le 26 avril dernier, où il disait être favorable à des négociations. Malgré le fait que l'opération militaire soit en cours, nous espérons toujours pouvoir parvenir à des accords par la voie diplomatique. Nous négocions, nous ne rejetons pas ces négociations. L'attitude aussi de Poutine est intéressante à analyser. On le voit un peu avachi, là, il est comme cela sur son bureau. Alors là encore, les analystes s'opposent. Finalement, vous m'avez dit, en préparant cette émission, que finalement, il perdait cette bataille de communication parce qu'il était trop désinvolte et puis qu'il avait une attitude, encore une fois, qui ne correspond pas à notre époque. Il me semble pourtant que cette image, c'est aussi un message envoyé aux Occidentaux pour bien spécifier qu'il n'adoptera jamais nos codes, qu'il reste, lui, sur l'image qu'il s'est construite du maître du Kremlin, viril, homme fort, qui incarne la patrie russe. Et juste pour finir, sa cote de popularité a augmenté de 20%. Oui. Donc vous voyez, un bond de 20% auprès des Russes entre décembre et avril. 83% d'opinion favorable. Voilà, ça vous voulez qu'on boucle cette première partie consacrée vraiment à la Russie, côté diplomatie, côté Poutine et côté militaire. On va terminer 8 minutes pour parler de l'Europe et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre tout de suite pour voir ce qui se joue en ce moment à Bruxelles. Rebonsoir. Steve, en Europe, tout le monde est d'accord sur le principe ne plus acheter du gaz russe, mais ça bloque. Oui, la date, notamment la date bloque. À partir de quand l'embargo sur le gaz russe doit-il entrer en vigueur ?
Le problème, évidemment, c'est que chaque pays a ses particularités. Au niveau européen, la Russie, c'est 40 à 50% de la consommation de gaz. Nous, Français, nous sommes beaucoup moins dépendants que d'autres pays. Pour vous donner une idée, le gaz russe, c'est 20% de notre consommation de gaz. Pour nos voisins italiens, c'est plus de 50%. Difficile dans ces conditions de se mettre d'accord sur une date, notamment d'embargo. Aujourd'hui, ce qui est acté, c'est l'arrêt de l'importation de charbon russe. Ce sera à partir du mois d'août. Ça fait partie de la 5e salve de sanctions contre Moscou. Quant au pétrole, une décision pourrait être prise au niveau européen dans les jours qui viennent. Objectif, un arrêt des importations d'ici à la fin de l'année, Thomas. Alors on le sait, en réplique à ces sanctions européennes, la Russie a décidé d'imposer le paiement en roubles sur ses transactions de gaz et elle a mis ses menaces à exécution. Oui, fini le gaz pour la Pologne et pour la Bulgarie. Les deux pays refusaient d'ouvrir un compte en roubles. Du coup, la Russie a suspendu ses livraisons de gaz vers ces deux pays. Il faut préciser que les contrats conclus par les compagnies européennes doivent être payées en euros ou en dollars. C'est ce qui est écrit noir sur blanc sur ces contrats. Hier, les 27 ministres européens de l'énergie se sont réunis en urgence à Bruxelles. Pour l'instant, hors de question de céder aux menaces russes. Continueront de payer en euros les contrats qui ont été stipulés en euros ou en dollars ceux qui ont été stipulés en dollars et nous ne pouvons pas accepter ce genre de manœuvres qui sont des manœuvres qui rompent des contrats déjà établis. La Commission européenne qui a indiqué qu'il fallait se préparer à une rupture des approvisionnements en gaz. Le mot d'ordre aujourd'hui, coordination entre les pays de l'Union. Objectif, trouver de nouveaux mécanismes de solidarité pour éviter la panne sèche en Europe. Merci Steve pour toutes ces informations. Christian Macarian, est-ce qu'on commence quand même, il y avait une belle unité d'une certaine façon, en tout cas affichée par les pays européens depuis le début de cette crise. Est-ce que là, ce qui s'est passé avec la Bulgarie, la Pologne, ça commence quand même à mettre un coin dans cette unité? Oui, et on vient de parler du pétrole, qui est un problème beaucoup moins épineux que le gaz, parce que le pétrole, il y a un marché. Oui, c'est plus facile d'aller trouver des alternatives. On peut compenser certaines diminutions par d'autres augmentations. Sur le gaz, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut des méthaniers, transformer le gaz, des installations, par exemple, qu'un énorme pays industriel comme l'Allemagne n'a pas. La France a plus de possibilités méthanières que l'Allemagne. Bon, il y a toute une géographie de l'énergie qui va se redessiner. Moi, ce que je constate, c'est que je reste sur la grande puissance industrielle qu'est l'Allemagne. En l'espace de 2 mois, l'Allemagne a diminué sa dépendance par rapport au gaz russe de 35%. C'est spectaculaire. Donc tout est spectaculaire dans cette affaire depuis le début, que ce soit sur le terrain militaire, sur le plan du désastre humain, avec les plus de 5 millions de réfugiés ukrainiens qui se trouvent dans les pays d'Europe centrale aujourd'hui. Mais ce qu'on constate aussi, c'est une divergence, vous avez raison Thomas, il y en a dans tous les sens. Aujourd'hui, ou plutôt exactement hier, on a appris que la Slovaquie et la Hongrie étaient totalement opposées à un embargo de l'Union sur le pétrole. Pourquoi l'embargo sur le pétrole? Parce qu'il est plus soft, encore une fois, à installer que l'embargo sur le gaz. L'embargo sur le charbon allait un peu de soi, parce qu'on est maintenant très peu importateurs, à part la Pologne et l'Allemagne. Nous, par exemple, en France, ça ne nous concerne pas du tout, l'embargo sur le charbon. C'était un peu une manœuvre... Donc si ça traîne, c'est parce qu'on n'arrive plus à se mettre d'accord. On n'est pas d'accord entre nous, et il faut trouver un langage commun. Et là, je pense que franchement, la France a un rôle à jouer, en jonction avec l'Allemagne, pour essayer d'effectuer une percée pour entraîner les autres pays. Parce que, en fait, pour l'instant, il y a un grand désordre géopolitique qui s'est installé. La Suède et la Finlande veulent rejoindre l'OTAN et quitter leur statut, pourtant très installé, de pays neutre. La Pologne voudrait livrer des chars, des T-72 qu'elle a encore à disposition sur son sol, aux Ukrainiens, c'est-à-dire entrer dans une phase beaucoup plus active qui ferait de nous, littéralement, les pays européens, des co-belligérants. Ce n'est absolument pas souhaitable. Donc, ça tire dans tous les sens. Il manque un patron, il manque un discours. Et est-ce que Olaf Scholz et Emmanuel Macron vont, puisque Emmanuel Macron nous a annoncé que traditionnellement il va effectuer sa première visite de nouveau président en Allemagne, est-ce qu'ils vont annoncer une initiative commune
dans ce sens-là, moi je dis qu'une seule chose, elle serait vraiment bienvenue. Ouais. Christine Dugouin-Clément, à vous le mot de la conclusion, il nous reste 1 minute. J'aimerais dire une chose. Il nous reste plus de temps, je voudrais donner la parole. Elle l'a eu plutôt moins que vous. Donc Christine Dugouin-Clément, mot de conclusion là-dessus, sur finalement la stratégie de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une vision occidentale de dire qu'il s'est isolé avec ce conflit, ou est-ce que finalement il ne trouve pas des alliés ailleurs? Par exemple l'Inde, qui est très heureuse d'acheter du gaz russe aujourd'hui. Alors en fait, il faut voir les choses de plusieurs manières. D'un point de vue occidental, on a eu tendance à dire qu'effectivement la guerre informationnelle avait été remportée par l'Ukraine. C'est vrai pour les pays occidentaux, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour le Canada. C'est pas forcément aussi vrai pour d'autres pays au Moyen-Orient, différents pays d'Afrique et au niveau des BRICS, où notamment tout ce qui a été la rhétorique pro-invasion, Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine, où finalement toute la rhétorique pro-invasion, donc qui soutenait l'action russe, pour des raisons différentes, a reçu un accueil qui a été beaucoup plus favorable. Et cet accueil-là, donc l'effort quelque part a été porté, pas forcément sur les Occidentaux, mais plus sur ces zones-là, qui permettent aussi d'essayer d'avoir des voies de dégagement, des façons de bypasser les sanctions que les Occidentaux essayent de mettre en place, qu'ils ont mis assez vite et avec, il faut quand même le saluer, une réactivité assez forte et une forme de consensus. Tout l'enjeu maintenant pour nous, ça sera de réussir à le maintenir, cet effort, sur la durée, tout en sachant qu'on a une dichotomie dans le temps, c'est-à-dire que les politiques énergétiques sont des politiques de temps long et que là, on est obligé de réagir dans un temps très court. Donc, on est sur des ruptures d'agenda. Et le Kremlin joue, en règle générale, très bien des divisions au niveau, notamment de l'Union européenne, pour affaiblir la prise de décision et le temps. Et c'est là où on va avoir un véritable enjeu dans les mois à venir. Merci beaucoup à tous. Merci le titre de votre livre, Influence et manipulation des conflits modernes aux guerres économiques, c'est publié chez VA Éditions. Et le vôtre, Frédéric Pons, Poutine, c'est chez Kalman Levy. Merci encore, Christian. À bientôt. Merci, Laetitia. À bientôt sur l'antenne de Public Sénat.